Chers amis internautes, bonsoir. Pour ma première émission de l'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour une heureuse année 2026. Dans ce nouveau cadre d'émission, je suis heureuse de réunir ce soir deux intervenants qui vous avaient passionné. Maître Roland Sanviti, avocat au barreau de Paris et écrivain, et Jean-Louis Ambert, journaliste d'investigation et écrivain. Je vous invite à voir ou revoir mon intervention avec Maître Sanviti du 27 novembre 2025 et celle avec Jean-Louis Ambert du 18 décembre 2025. C'est là que j'ai eu envie de les réunir autour de ce sujet d'actualité. Peut-on encore reprendre le contrôle démocratique quand le droit et le journalisme interrogent le pouvoir? Alors, qui mieux que mes invités pour répondre à la question? Bonsoir Jean-Louis Ambert, bonsoir Roland Sanviti. Bonsoir Jackie et merci de cette invitation et bonsoir Maître Sanviti également. Non, surtout pas Jean-Louis, surtout pas. Non, on peut s'appeler par nos prénoms. Non, surtout pas. Alors merci à tous les deux de nous offrir vos deux regards, un juridique et un journalistique, pour répondre à mes questions. Alors, nous votons, enfin en principe, même si c'est malheureusement de moins en moins, nous votons donc, mais décidons-nous encore? Quelles sont les limites de l'état de droit et les possibilités de réforme démocratique? Alors, ce que je souhaite évoquer avec vous ce soir, c'est le rôle de la justice face à l'argent des cartels et de la grande finance. L'actualité avec l'intervention de Donald Trump au Venezuela nous plonge directement au cœur du problème. Je voudrais aussi évoquer l'influence de l'oligarchie sur la démocratie et puis les limites de la souveraineté politique dans un système financiarisé. Alors, j'ai préparé toute une liste de questions, vous vous en doutez. Il y en a une qui s'adresse à vous deux, vous répondrez l'un après l'autre aux mêmes questions. Et puis après, il y en a qui s'adresseront davantage à Roland, d'autres davantage à Jean-Loup. Mais surtout, n'hésitez pas à converser entre vous, à échanger entre vous. Alors, question pour tous les deux. Peut-on encore parler de démocratie effective dans un système dominé par les puissances financières ? Et est-ce que la loi est la même pour tous aujourd'hui face aux grands intérêts économiques? Alors, qui prend la parole en premier? Parole à la défense. Allez, la défense. Maître Roland Sanviti. On va laisser. Je crois que, non, l'ordre des choses, à mon avis, c'est l'intérêt du travail, et je l'ai écrit d'ailleurs dans la note qui accompagne l'ouvrage, le dernier ouvrage de Jean-Loup. L'intérêt, c'est que ce soit Jean-Loup, tout simplement parce que nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de faits, et le travail de Jean-Loup, Pierre Péan n'aimait pas le terme de journaliste, d'investigation, il parlait d'enquêteur. Et en fait, ce que fait Jean-Loup d'une façon remarquable, ils sont très rares, sont très rares, connaissant bien ces sujets, je pense que c'est d'abord à Jean-Loup de s'exprimer. Merci Maître, merci Roland. Oui, concernant les rapports entre la finance et le politique, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant près d'une trentaine d'années en indépendant, journaliste enquêteur indépendant. Je donne plusieurs exemples dans l'enjeu du reste de ces rapports. Une image, si vous permettez, pour illustrer la question de ces rapports entre le politique et la grande finance. En 1995 se produit le plus grand crash boursier de la place de Genève. J'en parle dans l'enjeu, du reste. Je le décris en quelques pages parce que l'affaire est très importante. Quand j'ai débarqué à Genève en 1993, j'étais loin de penser trouver ce que j'ai découvert. Et donc, dans cette affaire, une société, la Sacea Holding, Société anonyme suisse d'exploitation agricole, qui était une société à l'origine gérée par le Crédit Suisse et le Vatican, et qui gérait les biens immobiliers du Vatican, a été rachetée par des actionnaires italiens. Elle s'est développée, elle s'est implantée dans plusieurs dizaines de pays. C'était quand même une holding avec 450 sociétés. Et puis, cette société se trouve en situation de faillite.
Le Crédit Lyonnais va continuer de la soutenir. Bref, je vous passe les détails de l'affaire. Et dépôt de bilan, enquête de la justice suisse. Alors, il existait déjà en Suisse à l'époque ce qui s'appelait le cabinet des affaires complexes, qui est un peu l'équivalent du pôle économique et du pôle financier. Et je rencontre bien évidemment divers intervenants, dont l'un des magistrats, le juge Jean-Louis Crochet, qui à l'époque travaille au sein de ce cabinet des affaires complexes. Et bien évidemment, il dispose, alors c'est assez remarquable parce que à l'époque, il disposait quand même d'experts comptables, d'enquêteurs. Le cabinet des affaires complexes avait à sa disposition tout un tas de possibilités pour enquêter uniquement sur les affaires financières, sur les affaires complexes qui, à Genève, sont tout de suite, comme au Luxembourg, complexes, sont évidemment très importantes. Et 2 ans et demi d'enquête. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez remarquable quand même, c'est que après 2 ans et demi d'enquête du cabinet des affaires complexes de la justice suisse, après des mandats d'amener qui ont été envoyés par la justice suisse auprès du président du Crédit Lyonnais, qui à l'époque était M. Jean-Yves Aberer, et du directeur général, qui était M. François Gilles, et d'autres cadres dirigeants de la banque, mandat d'amener auquel il ne sera pas donné suite, le président du Crédit Lyonnais exprimant sa position de président qui le dégage de toute responsabilité pour un dossier auquel il n'a consacré que quelques minutes. Je rappelle quand même que l'affaire en question, c'est plus de 20 milliards de francs de l'époque, c'est-à-dire plus de 3 milliards d'euros d'aujourd'hui, avec quand même plus de 40 banques qui sont impliquées. 40 banques sont impliquées en principal, il y en a une dizaine d'autres. Eh bien, cette affaire va être classée en 3 jours par une cour correctionnelle sans jury. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques journalistes essentiellement suisses, je pense notamment à mon confrère Guy Métan, qui à l'époque était rédacteur en chef de la Tribune de Genève, et de quelques rares journalistes français, personne n'entendra parler du plus grand crash boursier de la place de Genève. Cela pour dire les rapports qui peuvent exister entre le politique et la justice suisse, parce que quand j'interviewe le juge Crochet en fin de parcours, je lui dis, enfin, expliquez-moi quand même comment cette affaire a pu être classée comme ça en 3 jours. Et il me répond, la place de Genève doit rester propre. Et je me tourne donc vers le procureur général de la place de Genève en lui posant la même question. Et lui me répond avec humour, affaire complexe, dénouement complexe. Oui. Voilà. Donc, ça montre bien, je pense que ça illustre bien les rapports entre la finance et le pouvoir politique. Alors après, il y a toute une multitude, la question, elle est importante, mais elle comporte tout un tas d'aspects. Par exemple, les rapports entre la finance et le politique, c'est aussi comment la grande finance sélectionne des jeunes diplômés pour les placer dans les couloirs de sociétés transnationales dont ils prendront la direction par la suite, ou pour les amener au sein de l'appareil d'État. Le cas du reste d'Emmanuel Macron est assez parlant quant à la symbiose qui existe entre la grande finance et l'appareil d'État, puisque c'était un diplômé énarque, inspection des finances, puis Banque Rothschild, où il fait un stage de formation, plutôt un stage de formation de communication, dirons-nous, et puis il se retrouve après, évidemment, à gravir les marches de l'Élysée pour aller travailler au pôle économique et financier auprès du secrétariat général de l'Élysée sous François Hollande. Et vous connaissez la suite, sous François Hollande, il deviendra ministre de l'économie, qui vont préparer son accès au pouvoir suprême, au poste suprême, au sein de l'appareil d'État. Donc, c'est un aspect, mais il y en a beaucoup d'autres que je décris dans l'enjeu, notamment l'interview que j'ai faite de John Perkins, qui est un économiste de haut niveau aux États-Unis, qui a été recruté dans les années 70 par un grand groupe consultant équivalent de McKinsey, le groupe Men, et qui explique comment, justement, dans ce qu'il appelle la corporatocratie, se rencontrent l'oligarchie économique financière et le pouvoir politique au travers des représentants
dont l'oligarchie a facilité l'accès au pouvoir, des représentants du pouvoir politique, c'est-à-dire principalement représentants de la présidence, du ministère de l'économie, des finances, de l'armée et du renseignement. Bon, c'est un autre aspect. Et puis surtout l'Union européenne. L'Union européenne qui a été conçue dès la fin des années 1942 avec un centre pour préparer l'après-Vichy, sans Vichy, et avec l'objectif d'avoir un centre politique unique en copiant pour préserver les intérêts des grands propriétaires privés de la finance et de l'économie. Est-ce qu'on peut dire que la loi est la même pour tous aujourd'hui face aux grands intérêts économiques? Voilà. Oui, voilà. Je crois que, compte tenu de l'exposé de Jean-Loup, il faut revenir, je pense que sur le plan historique, et puisqu'il y a l'aspect légal et l'aspect juridique, je dirais, j'ai pensé à quelque chose, grâce d'ailleurs aux questions, parce qu'elles sont très bien posées. Vous avez très bien, Jackie, circonscrit le débat, les questions qui méritent d'être évoquées, et grâce justement à la dernière intervention et aux questions qui sont posées ensuite de l'émission, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit, ce qui est très important, ce sont les questions, parce qu'on s'aperçoit au travers des questions ce qui est méconnu par le grand public, et je vous l'ai déjà indiqué, mon approche à moi, elle est double. Elle est d'une part institutionnelle, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur les institutions de l'Ancien Régime, sur la période féodale, qui m'a toujours beaucoup intéressé, et travaillant sur cette période, je suis arrivé à m'intéresser aux institutions contemporaines et au système mafieux. Pourquoi? Pas du tout par fascination. Vous allez comprendre. Il faut partir sur le plan historique, n'est-ce pas? Vous aviez, et ça, il faut quand même le rappeler, l'Ancien Régime, prenons la France, mais c'est valable pour l'Angleterre, pour la Russie, mais prenons la France. Dans l'Ancien Régime, vous avez toujours eu, pour mener les guerres de conquête, puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans une phase aujourd'hui de guerre de conquête. Et nous sommes pour le moment un pays qui a été vaincu. Yvan Blot avait écrit La démocratie confisquée, à savoir que nous ne sommes pas en démocratie, et l'Europe colonisée, ce que Jean-Loup vient parfaitement de résumer. Par conséquent, sur le plan historique, vous aviez eu dans l'Ancien Régime, je dirais, le financier, le banquier était au service de l'État, du pouvoir en place, en général, bien entendu, le pouvoir monarchique, si on parle de la France, n'est-ce pas? Et il finançait, je dirais, très souvent les guerres des deux côtés, et il était payé sur le tribut payé par le vaincu, et il était récompensé, payé par le vainqueur. La rupture est intervenue avec la Révolution française. Et je le dis à chaque fois, la France était, au XXe siècle, le pays à conquérir et à abattre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la Révolution française, la France a fait peur à toutes les monarchies européennes. Donc, elle avait contre elle, et Jean Tullard indique dans son ouvrage consacré à Napoléon, au conte et légende sur Napoléon, concernant Napoléon Bonaparte, l'empereur, n'a fait que poursuivre les guerres menées contre les révolutionnaires, menées contre la France, et donc qui ont été menées par les grandes monarchies européennes. L'Angleterre, bien entendu, en tête, et de la Prusse et bien sûr la Russie. Bien. Ce qui s'est passé, ça c'est très très important. Vous savez qu'à cette époque déjà, il y a eu l'agiotage, la spéculation, vous avez eu des faux assignats, et vous avez un ouvrage absolument remarquable que je cite à chaque fois dans mes ouvrages, c'est l'ouvrage de Claudio Janet à la fin du XIXe siècle sur la spéculation du XIXe siècle. Or, au moment de la Révolution, réfléchissez, intervient effectivement la nuit du 4 août 1789 l'abolition des privilèges. C'est-à-dire que les privilèges, notamment les privilèges fiscaux, on ne va pas faire du pédantisme, rappeler tout ce que comprenaient les privilèges de l'Ancien Régime, n'est-ce pas? Eh bien, abolition des privilèges. Montée en puissance de la finance au XIXe siècle,
Et quels sont les nouveaux privilèges qui vont émerger à la fin du XIXe siècle? Vous allez le voir avec les États-Unis, la Banque d'Angleterre, la City, qui est née au XVIIe siècle, n'est-ce pas, en 1600 et quelques, à la fin du XVIIe siècle. Et quels sont les nouveaux privilèges? Les nouveaux privilèges à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, c'est l'argent. La finance va s'émanciper du pouvoir des États-nations notamment, et par conséquent, vous avez avec deux crises financières qui interviennent à la fin du XIXe siècle, JP Morgan, sauf, paraît-il, c'est dans 2 ou 3 ouvrages que vous connaissez, notamment Les secrets de la Réserve fédérale, ils sauvent les banques américaines, ils se réunissent au début du XXe siècle dans l'île de Jekyll et ils fondent la Réserve fédérale. Laquelle Réserve fédérale, vous le savez, c'est un conglomérat, ce sont des banques privées, avec la Banque d'Angleterre, la City, des banques allemandes, des grands industriels qui créent leurs banques aux États-Unis. Et par conséquent, il faut partir, si on veut comprendre, et c'est pourquoi il était important que Jean-Loup nous dresse un peu le tableau tel qu'il existe aujourd'hui, mais il faut revenir à l'histoire. L'histoire, c'est la création de la Réserve fédérale avec le complexe militaro-industriel, la NSA, les services spéciaux qui sont au service de cette finance et qui partent à la conquête du monde. En gros, si on résume. Donc, lorsque vous partez de l'abolition des privilèges institutionnels en France de l'Ancien Régime, vous allez avoir peu à peu une montée en puissance de la finance, une montée en puissance de la finance, et le meilleur des privilèges aujourd'hui au XXe siècle, et je passe la parole bien sûr à Jean-Loup pour continuer, c'est simplement l'argent, n'est-ce pas, la finance, et je terminerai là-dessus, c'est que simplement cette finance n'a pu acquérir cette puissance que par des opérations effectivement qui ne sont pas seulement le financement des grandes entreprises nationales et internationales, mais également par des opérations notamment de blanchiment. D'où la question, est-ce que la loi est la même pour tous face aux grands intérêts économiques? Jean-Loup, tu veux répondre? Ce que dit Roland, ça montre, ça explique parfaitement dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les années 1900, les années 1900, fin des années 1800, des années 1900-1920, où naît justement pour accompagner cette grande finance, ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est-à-dire la volonté des dirigeants anglo-saxons, principalement états-uniens, de s'accaparer ce qu'ils appellent aujourd'hui, dans des termes plus choisis, partir à la conquête de nouveaux territoires économiques. C'est comme ça qu'ils appellent ça entre eux. Et Perkins m'expliquait du reste que lui, ce qu'il appelle la corporatocratie, c'est cette rencontre entre l'oligarchie financière, l'oligarchie économique, et oui. L'une des premières guerres impérialistes qui sera très rapide et là, on va pouvoir faire une comparaison avec ce qui se passe actuellement avec le Venezuela, c'est quand en décembre 1914, les États, Washington décide d'envoyer des corvettes au large des côtes de Haïti pour s'emparer de tout l'or de la Banque d'Haïti. Les Marines débarquent, ils emmènent tout l'or de la Banque d'Haïti, ils assassinent les populations qui s'opposent au chargement, l'or est chargé dans les chaloupes pour rejoindre les canonnières, et de là, l'or part à Wall Street, où il sera entreposé dans les coffres de banques privées, bien sûr. Mais ça montre bien déjà cette mentalité d'accapareur, de parasite, et où il n'y a de droit que pour la grande finance. Et nous assistons un peu plus tard, 4 ans plus tard, en 1918, alors que la Première Guerre mondiale l'armistice n'est pas encore signé, à la volonté des États-Unis et de former une coalition, alors qu'ils appellent internationale, parce que à chaque fois qu'ils font une coalition, même quand il n'y a que quelques pays, c'est tout de suite baptisé d'international, en réunissant
l'Angleterre, la France, l'Allemagne, une multitude de pays, et puis le Japon aussi, à l'autre bout de la planète, pour essayer de s'accaparer les richesses de la Russie. Et sans aucune déclaration de guerre, ils vont envoyer des corps expéditionnaires en Russie, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la révolution de 1917, et quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont dit aux propriétaires privés de l'économie russe, parce qu'à l'époque, l'économie russe, la noblesse et la grande bourgeoisie pactisaient avec les grandes banques. L'économie russe était entre les mains des Rothschild, entre les mains de banques comme la Barings, Société Générale, mais aussi d'un tas d'investisseurs, de grands capitalistes des États-Unis, allemands, français et principalement anglais. Et ils ont dit, messieurs, c'est fini, les profits de nos entreprises maintenant vont servir au développement de nos entreprises et au développement du pays. Et ils ont voulu, bien sûr, se réaccaparer ces richesses. Donc, sans aucune déclaration de guerre, comme ils ont fait du reste, comme pour le Venezuela, ils ont préparé des corps expéditionnaires qui ont été lancés. La guerre a duré quand même jusqu'en 1924. Aucun manuel d'histoire n'en parle. Mais elle est révélatrice de cette mentalité impérialiste où l'on voit associer l'appareil d'État avec la grande finance pour servir les intérêts de la grande finance. Au point que quand je l'interviewe, Perkins me dit, mais c'est devenu, la confusion est telle que quand on voit par exemple un vice-président d'une grande société pétrolière devenir secrétaire d'État ou vice-ministre de l'énergie, quand il arrive à son poste ministériel, on ne sait plus s'il travaille dans l'intérêt du pays ou dans l'intérêt de la société dont il est vice-président ou actionnaire. Donc c'est pour bien montrer, et évidemment dans ce cadre-là, la loi ne peut être la même pour tous. La seule loi qui existe, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la grande finance avec son bras armé qui est l'État. L'État qui l'a façonné. Quand je parle de politiciens domestiques, les politiciens, ce ne sont pas des politiques. Ils ont en charge de défendre, le politique doit défendre l'intérêt général. Les politiciens accèdent à des postes à responsabilité pour défendre des intérêts privés, des intérêts particuliers. Et je veux dire, on le voit, et on le voit encore, j'entendais encore hier ou avant-hier des paysans dire « Ah, mais il faut pas faire de politique, la politique, il faut pas en parler, nous, il faut faire cause commune, etc. » Mais je veux dire, c'est une confusion totale. Et on voit bien du reste, par exemple, par rapport, est-ce que les droits sont les mêmes pour tout le monde? Bien évidemment non. Et quand on voit les paysans se battre contre des directives, mais je dis ce mouvement, il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce que ce n'est pas à la directive qu'il faut s'en prendre, c'est à l'organisation qui produit et qui pond ces multitudes de directives à l'Union européenne. Et quand vous regardez les propositions des syndicats de la coordination rurale à la FNSEA, en passant par la Confédération paysanne, mais aucun ne propose de sortir de l'Union européenne. Alors, ils sont encore dans un rêve. Alors, mais on peut réaménager la politique agricole commune, on peut réorienter la PAC, etc., etc. Mais si on pouvait réorienter la PAC, depuis 1992, ça se serait. Cela pour montrer comment la grande finance agit et influence le cours des choses. Et je veux dire, l'exemple d'Haïti, il a été relaté, alors j'ai été surpris quand j'ai lu l'article dans le New York Times, par plusieurs journalistes du New York Times qui ont pioché dans les archives et qui montrent vraiment la collusion entre le pouvoir politique de Washington et la grande finance pour s'emparer des réserves d'or d'un pays. À quoi on assiste aujourd'hui? À la même chose au Venezuela, pour s'emparer du pétrole et du minerai. Quand on parle de grande finance, est-ce qu'on peut dire que ces grands financiers sont tous mafieux finalement? Est-ce qu'on peut dire ça? Là, je pense que Roland pourra bien répondre parce que c'est son terrain favori. Il a fait un ouvrage remarquable justement sur les relations, sur les comportements mafieux des dirigeants de grands groupes. Oui, le terme là tout à l'heure, lorsque j'évoquais les deux périodes sur le plan historique de la montée en puissance de la finance,
La troisième période, effectivement, c'est le XXe siècle. Et je vous remercie Jackie, parce que là, ce que vous venez d'évoquer me permet justement d'évoquer cette question. La troisième période, c'est effectivement l'émancipation totale de la finance, mais grâce à des opérations que l'on voit aujourd'hui, qui ont pris une dimension internationale et assez inquiétante, ce sont les opérations de blanchiment d'activités, des profits d'activités criminelles. Je m'explique. Pour comprendre cette montée en puissance de la finance, il faut repartir au milieu du XIXe siècle il faut reprendre l'exemple de la guerre de l'opium. Là, on évoquait Haïti. Vous savez qu'à chaque fois, dans toutes les guerres qui ont été menées au cours des dernières années, il y a toujours eu une nécessité, en quelque sorte, ce que explique Pierre Conessa l'avait écrit, la création de l'ennemi, la diabolisation. On l'a vu sur l'Irak, on l'a vu sur l'affaire du Venezuela avec le narcotrafic. En réalité, les articles qui circulent, on sait très bien aujourd'hui, et les articles qui circulent à la fois dans les médias, mais par des renseignements que nous avons, parce que je travaille avec des militaires et qui sont bien renseignés sur ces sujets-là, à savoir que, on a payé, que l'opposition à Maduro a livré plus ou moins leur président, et on va voir ce qui va se passer par la suite. Et vous avez effectivement des vues sur les richesses du Venezuela, sur le pétrole, et surtout, un article qui a été remarquable, qui a très bien développé ça, c'est la crainte pour les États-Unis et pour la Fed, la crainte tout simplement de l'effondrement du dollar. Vous savez qu'une alternative s'est mise en place déjà dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, pour que les échanges ne soient pas les pétrodollars, pour justement qu'ils puissent acheter avec d'autres monnaies que le dollar. Donc là, c'est la grande crainte des États-Unis. Et le système SWIFT qui a été mis en place en 2011 à la suite du 11 septembre, n'est-ce pas, et qui permet aux services américains d'intercepter tous les échanges commerciaux et les flux financiers prétendument pour financer le terrorisme, permet au DOJ, au département d'État américain avec la NSA et avec d'autres services, d'identifier les avoirs financiers détenus par des hommes politiques ou qui sont achetés dans des paradis fiscaux, qui sont logés dans des trusts, dans des fiducies. Donc, tout ce personnel politique est tenu, a été acheté peu ou prou. Et pour nous, qui travaillons sur ces sujets-là, je dirais que c'est la nouvelle forme de guerre. C'est la nouvelle forme de guerre, pourquoi ? Et ça répond également à la question de Jackie, à savoir que la loi n'existe plus. C'est-à-dire qu'un État qui est placé sous le joug de cette finance dont la dimension criminelle, ce n'est pas de moi. Vous avez aujourd'hui 5-6 ouvrages qui ont été consacrés à la finance criminelle. Vous avez les ouvrages de Jean de Maillard, vous avez les ouvrages qui sont quand même publiés aux presses universitaires de France de Marie-Christine Dupuis, vous avez les articles de Xavier Roffer, vous avez les ouvrages de Jean-François Guéraud, La mafia et la Maison Blanche, les organisations. Donc, on sait aujourd'hui que après cette guerre de l'opium menée par les Anglais pour prendre le contrôle des comptoirs en Chine, n'est-ce pas, en 1848-1860, pour ouvrir des comptoirs commerciaux sur la Chine, et la montée en puissance de certaines banques, la plus connue étant HSBC. Donc, nous savons déjà depuis le début du 19e siècle, depuis le milieu du 19e siècle, que cette finance allait acquérir cette puissance grâce justement à des activités criminelles, n'est-ce pas ? Et dès l'instant où elles ne sont pas sanctionnées, où elles ne sont pas punies, vous êtes entré à l'ère du 21e siècle, nous sommes entrés dans l'ère que j'appelle, moi, du système mafieux. Nous sommes dans un système mafieux qui règne sur 80, facilement 70-80%. Vous avez un article de Gavin Marshall 2012 qui identifie toutes les banques qui blanchissent les profits des activités criminelles. Alors, il n'y a pas seulement la drogue, il y a les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains. Et par conséquent, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le système mafieux qui règne. Qui dit système mafieux
Et il faut justement s'inspirer pour comprendre quel est son pouvoir de la définition qui a été donnée par la Convention de Palerme qui a été mise en place en 2003. 2003, c'est-à-dire que l'ONU a travaillé sur ces sujets-là, sur la montée en puissance des organisations criminelles transnationales, à la suite de l'assassinat du juge Falcone le 23 mai 1992. Et par conséquent, vous avez un article 10 dans la Convention de Palerme qui n'est jamais évoqué, qui n'est jamais appliqué, puisque vous avez des directives qui tendaient justement à faire en sorte que les États introduisent dans des lois nationales, n'est-ce pas, la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité organisée. Et donc, vous avez des organisations criminelles de type mafia qui font partie des organisations criminelles transnationales, mais toutes les organisations criminelles transnationales ne sont pas des mafias, n'est-ce pas? Oui. Les mafias, vous avez les 4 grandes organisations italiennes, vous avez les 3 grandes triades chinoises, etc. Par conséquent, les liens, et je renvoie toujours à l'article de Christian Debris de septembre 2000, je crois, dans Le Monde diplomatique, État, mafia et multinationales s'entendent comme larron en foire. Et pour comprendre, je termine là-dessus, pour comprendre ce que vient d'expliquer Jean-Loup Isambert pour ce qui concerne l'hégémonie, le pouvoir de la finance aujourd'hui, il ne peut être compris que par justement ces profits d'origine criminelle qui retentissent tous les jours, c'est ça qui est important, qui retentissent tous les jours sur la vie quotidienne, par exemple, des Français. L'effondrement du service public, plus d'état de droit, plus de système de santé, l'instruction, n'en parlons pas, l'école. Donc, pour le moment, la France, effectivement, est un pays comme l'Europe qui est totalement colonisé. Et je voudrais rappeler quand même qu'en 2014-2015, la Commission européenne a introduit dans le calcul du PIB des États membres les profits de trafic de la drogue. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas engager de poursuites juridiques envers les grands réseaux financiers criminels? C'est parce qu'ils font partie du PIB? Ah ben tout simplement, non, c'est tout simplement, et c'est la réflexion qu'on mène depuis 45 ans, et là on l'a évoqué au cours de la dernière émission, parce que moi je travaille sur le plan universitaire avec des juristes, des professeurs, et avec des militaires, des magistrats, puisqu'on a créé le prix Giovanni Falcone en 2010, c'est tout simplement ce qui nous intéresse au travers, grâce à vos émissions, aux questions que vous posez et aux travaux menés et qui sont fondamentaux, hein, ça c'est fondamental. La description par Jean-Louis Isambert de ce système, c'est à partir de ce constat que l'on peut commencer à réfléchir aux institutions susceptibles de protéger les Français. Jean-Loup, tu veux réagir? Oui, ce que dit Roland, c'est vrai. Nous sommes face à un système qui joue de sa puissance et de sa complexité. Et on le voit, je veux dire, de manière régulière, les politiciens servir les intérêts de ce triumvirat grande finance, mafia et grandes sociétés transnationales, où on le voit notamment avec le développement des paradis fiscaux, ces places offshore, qui sont l'un de leurs piliers par lequel transitent quand même chaque année. Là, je rappelle dans l'enjeu, j'ai publié dans l'enjeu plusieurs rapports, notamment le dernier rapport du Tax Justice Network, qui est un groupe qui réunit des chercheurs, des économistes, des juristes, des experts comptables qui sont spécialistes tous de la grande finance. Le Tax Justice Network est implanté quand même dans une soixantaine de pays, dans 60 pays. Ils travaillent avec les administrations fiscales, mais aussi avec d'autres sociétés. Et ils ont évalué que pour l'année 2024, les multinationales transfèrent chaque année des bénéfices d'une valeur de 1420 milliards de dollars US, 1330 milliards d'euros chaque année, auxquels s'ajoutent les près de 150 milliards, 130 milliards d'actifs offshore non déclarés de particuliers fortunés.
Bon, alors la plupart, c'est les actionnaires de grosses sociétés, mais dans ces places offshore, convergent en même temps et se mélangent partie des bénéfices des sociétés avec l'argent du crime organisé et avec une opacité complète. Et c'est une opacité organisée à laquelle participent des avocats, des juristes, des experts comptables, avec la volonté, alors ils appellent ça optimiser la trésorerie de l'entreprise, agressivité de l'entreprise, la trésorerie, etc. Mais derrière tout ça, c'est comment organiser la fuite des capitaux au profit d'intérêts privés. Et je donne dans l'enjeu du reste l'exemple de McKinsey, McKinsey France, dont les dirigeants disaient ne pas payer leurs impôts en France. Et quand je cherche, moi, dans les cabis sociétés, dans le bilan de McKinsey France à la même période, et que je vois que je lis le rapport qui a été fait par leur commissaire aux comptes, qui est Pricewaterhouse, et c'est écrit noir sur blanc que le résultat est négatif. Alors le résultat est négatif parce que par tout un tas de jeux d'écriture, bien évidemment, les profits réalisés par McKinsey France sont transférés dans une place offshore qui n'est autre que l'État du Delaware aux États-Unis, qui est l'une des principales places offshore des États-Unis, où se retrouve l'argent les profits réalisés par des sociétés comme McKinsey, mais d'autres, hein, ça concerne aussi d'autres sociétés transnationales, mais aussi l'argent du crime organisé. Tout ça, ça se mélange de manière, je veux dire, dans une opacité totale. Et on voit là le rôle de l'Union européenne qui ne cesse de parler de transparence, de volonté de lutter contre les paradis fiscaux, etc., etc., mais qui en réalité prend une succession de directives au fil des années pour rendre encore plus opaque la circulation des capitaux, qui était, il faut le rappeler quand même, en 1992 dans le traité de Maastricht, l'un des articles principaux, ça a été d'organiser la libre circulation des capitaux. Après avoir, et ça c'est Pierre-Yves Rougiron qui dirige le cercle Aristote, qui a fait un excellent ouvrage là-dessus, sur la loi que je ne dise pas de bêtises, sur la loi du 3 janvier, dans lequel il explique clairement comment la Banque de France a été écartée de ces flux financiers, de son rôle de maîtrise de la puissance publique pour aller emprunter sur des marchés financiers et devenir elle-même une organisation qui n'a plus vraiment de rôle. Ce n'est plus la Banque de France, c'est la Banque de la grande finance. Alors, la grande finance influence les décisions politiques nationales, finalement, dans chaque pays. Et est-ce qu'on peut dire que la grande finance, les oligarques, nous confisquent la démocratie ? Roland. Tout à l'heure, j'évoquais l'ouvrage d'Yvan Blot, La démocratie confisquée. Oui. Il est certain que nos institutions aujourd'hui en France ne sont absolument pas adaptées aux enjeux de la mondialisation. Ça, il n'y a pas de démocratie. Et là, pour revenir sur ce qui vient d'être indiqué par Jean-Loup pour ce qui concerne l'opacité, il y a un passage, j'ai évoqué cette question il y a plusieurs années à Strasbourg avec Madame Cutajar qui dans le Grasco. Et on a évoqué à l'instant, n'est-ce pas, les paradis fiscaux. Tout ce qui a été mis en place, et ça a commencé avec la société anonyme d'ailleurs, et les trusts, la fiducie, la finance, a parfaitement conscience qu'il faut dissimuler l'origine criminelle des profits, parce que cette origine criminelle, c'est le lien qu'il faut établir avec les services publics, avec la disparition des services publics, la capacité de l'État, ce que disait d'ailleurs le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur à lutter actuellement contre le narcotrafic, n'est-ce pas ? La capacité de l'État et surtout le retentissement sur la vie quotidienne des Français. C'est-à-dire que grâce à cet argent, on met en place des politiciens dans différents pays qui sont aux ordres de cette puissance financière qui est aujourd'hui avérée, qui est une finance criminelle. Les ouvrages que j'ai cités tout à l'heure le disent, c'est pas
le reprennent à chaque fois, le capitalisme criminel, n'est-ce pas? Ce sont des activités criminelles. Or, Madame Cutajar, je vais reprendre un passage lorsqu'elle évoque les trusts, la fiducie, tous ces fusibles d'opacité qui favorisent l'opacité. Ces instruments juridiques sont mis à la disposition de quiconque par des officines qui les vendent clé en main, y compris au sein même de l'Union européenne, et qui ne servent qu'à contourner toute forme de régulation en permettant à leurs propriétaires réels de se cacher derrière des masques des actionnaires et dirigeants prête-noms. Vous voyez, un nouveau paquet législatif européen de lutte contre le blanchiment. Alors, il s'agit effectivement, rajoute d'ailleurs Chantal Cutajar, d'imposer à l'échelle de l'Union européenne la transparence de la propriété du capital des sociétés, etc., etc. Donc, vous voyez que le Grasco, et notamment Chantal Cutajar, qui évoquait ces questions, vous voyez que les réformes qui s'imposent sur un plan, je dirais, législatif et sur le plan juridique, passent justement par cette transparence. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la provenance de l'argent, sa destination, les propriétaires réels de cet argent, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe et avoir une quelconque possibilité de sanction à l'encontre des personnes physiques qui contrôlent cette puissance. Alors, si j'ai bien compris, Pardon. Non, allez-y. Simplement, il faut avoir conscience que ce sont des personnes physiques qui contrôlent ces puissances financières. Ce sont des êtres humains, de chair et de sang, qui sont d'ailleurs connus. Et vous savez qu'aujourd'hui, on utilise souvent la notion d'état profond. Mais l'état profond, qu'est-ce que c'est? C'est ce mélange d'organisations criminelles mafieuses avec des financiers et des personnes qui sont dans des États au service de cette puissance financière mafieuse. Vous disiez dans une dernière émission que les lois dépénalisaient le délit et le crime. Ça illustre ce propos. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les délits, les crimes sont mis à jour ou sont dévoilés, de nouvelles lois les protègent. C'est ça que vous vouliez dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a décerné il y a 4-5 ans le prix Giovanni Falcone à Diana Vilgas, qui a écrit une thèse de 500 pages sur l'ordre juridique mafieux. Cette thèse a été couronnée par l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, vous voyez que ce sont des références à chaque fois qui existent, qu'on peut se procurer. Et l'ordre juridique mafieux, ce qui explique très très bien dans cette thèse, et il y a un article qui le résume d'ailleurs la thèse qui est très bien fait également, 2 choses. Premièrement, la capacité qu'ont les puissances financières à peser sur certains États pour modifier les lois et favoriser notamment la comptabilité, tout ce qui peut favoriser la finance, n'est-ce pas? Et la libéralisation des capitaux, la chute des frontières, et on l'a vu avec l'Europe et avec, par exemple, l'introduction des profits du trafic de la drogue dans le calcul du PIB. Vous n'en entendez jamais parler. Récemment, Alain Juillet, ancien patron du service action de la DGSE, qui était un des dirigeants de la DGSE, s'est insurgé sur le fait qu'on avait introduit les profits du trafic de la drogue dans le calcul du PIB. Par conséquent, vous banalisez effectivement cette forme de criminalité avec toutes les conséquences qui en résultent à 2 niveaux. Premièrement, ça enrichit ces puissances financières avec le blanchiment. Deuxièmement, ces puissances financières avec cette manne, ce trésor de guerre, je dirais, permet de partir à la conquête. C'est un trésor de guerre qui permet de partir à la conquête. Vous ne pouvez pas financer les conflits, le complexe militaro-industriel, n'est-ce pas, pour partir à la guerre, pour financer la guerre en Ukraine, pour financer la guerre à Gaza, pour financer la guerre en Irak ou en Syrie. Vous avez besoin de cet argent. Et cet argent, il provient d'où? Il provient en grande partie, justement, des profits de l'argent criminel. Je dis bien en partie, pas seulement, mais en grande partie, premièrement.
Ensuite, vous avez des répercussions sur les pays qui sont victimes de cette conquête. Prenez la France. En France, vous avez un rapport qui a été écrit par un professeur d'économie de l'Université de Lyon en 2010, Jacques Bichot. À l'époque, le coût de la criminalité directe et indirecte en France était, en 2010, n'est-ce pas, de 150 milliards par an. 150 milliards par an. Alors qu'on Je n'ai plus de son. Aujourd'hui, on a projeté aujourd'hui, on a pris chacun des postes, n'est-ce pas, et Xavier Refer l'a fait dans un article récemment dans Atlantico, je crois. Il a pris le coût du trafic de la drogue, des conséquences de la criminalité, les vols, les assassinats, le trafic de la drogue, ce que ça pèse sur le travail des policiers, des juges, etc. On est à peu près aujourd'hui à plus de 220 milliards par an. C'est ce que ça coûte. Vous avez le rapport du juge Prats. Le juge Prats avait été chargé de déterminer le coût, n'est-ce pas, de la fraude sociale. Un premier rapport, c'était 50 milliards par an. Aujourd'hui, on dépasse les 100 milliards par an. Donc, vous voyez que cette criminalité quotidienne, je dirais, la petite criminalité, la criminalité beaucoup plus grave, qui est celle des assassinats, du narcotrafic et des conséquences sur l'économie, sur la vie sociale des Français, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes déjà à peu près autour de 250-300 milliards par an, ce que ça coûte. Et tout cet argent, effectivement, est susceptible de revenir, les profits remontent dans la finance que l'on vient de décrire et que Jean-Louis Isambert a parfaitement analysé dans plusieurs de ses ouvrages. Moi, je l'ai indiqué dans les ouvrages qu'il a dédicacés avec une note d'accompagnement et il a corrigé à juste titre. Il a consacré quand même, alors il y a Isambert, il y a Jean-Louis Isambert, il y a Claude Janvier, il y a Jean-François Guéraud, il y a Marie-Christine Dupuy, il y a Xavier Refer, il y a Jean de Maillard, il y a, comme ça, il y a une vingtaine d'auteurs universitaires, chercheurs qui ont décrit ça depuis des années. Donc c'est parfaitement connu aujourd'hui. Donc nous en sommes au stade, et c'est l'intérêt d'une mission comme celle-ci, de dire, bon ben maintenant que nous sommes un pays vaincu, qui a été pillé, les entreprises qui sont vendues à des fonds de pension, ça entraîne le chômage, ça entraîne sur un plan social, bien entendu, c'est dramatique, mais que fait-on et quelles sont les futures générations d'hommes politiques qui vont effectivement rétablir et essayer de sauver la France et les Français? Alors justement, les États ont-ils encore les moyens de reprendre le contrôle? Jean-Loup, qui a interviewé plusieurs dirigeants politiques. Oui, c'est-à-dire que l'État, c'est l'expression quand même d'une classe dominante. En l'occurrence, l'État, il est façonné par la grande finance, par la grande bourgeoisie. Je décris du reste dans l'enjeu en quelques pages au départ, parce que cette grande bourgeoisie, cette grande finance, c'est un pouvoir, faut pas voir ça avec une main qui piloterait des marionnettes, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, ce sont des familles, je parle des dynasteurs, je ne parle pas des nouveaux riches comme Xavier Niel ou d'autres, hein. Oui. Mais ce sont des familles qui, depuis la fin des années, dont parlait du reste Maître Roland Sanviti tout à l'heure, ce sont des familles qui ont commencé à se constituer à la fin des années 1700, les débuts des années 1800. La famille sur le monde anglo-saxon, ça a été aux États-Unis, la famille Rockefeller, et sur le monde européen, ça a été la famille Rothschild, qui est partie du ghetto de Francfort et dont les fils Rothschild ont après été fondés des branches en Angleterre, en France, en Autriche et en Italie. Donc c'est un monde assez complexe qui est fait de gens très instruits, très cultivés et surtout qui sont organisés non seulement nationalement, mais parce que pour eux la nation n'existe pas. Ce qui existe, c'est le monde, ce sont des territoires et ils ont su
s'organiser, je veux dire avoir des réseaux, des clubs, des fondations par lesquelles justement ils font se rencontrer des jeunes diplômés avec ce qu'on peut appeler les anciens des grandes écoles, bon, qui vont les piloter, qui vont les tester pour voir un peu jusqu'où ils peuvent compter sur eux, voir comment ils peuvent servir leurs intérêts, parce que le fond du problème, il est là. Est-ce que Macron va pouvoir servir nos intérêts? Quand on discute de lui dans ces clubs-là, dans les années 2010, par exemple, c'est comme ça que se pose la question. Il fait un essai avec la banque Rothschild où on le fait rentrer. Mais on retrouve toujours, du reste, dans ces réseaux, ces hauts fonctionnaires, mais qui passent du public au privé et du privé au public. Un qui passe de la Barclays et qui se retrouve au cabinet d'un Premier ministre. Donc, ce sont des gens qui se connaissent entre eux. Et comme l'explique John Perkins quand je l'interviewe, il me dit, mais ces gens-là n'ont pas besoin de comploter. Ils se connaissent très bien entre eux et ils agissent en fonction d'une idée principale, c'est de réaliser le profit maximum immédiat, quel que soit le coût économique, social ou environnemental. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que l'opération se fasse. Et pour cela, je veux dire, ils ont façonné l'État. Alors après, la question qui se pose au travers, c'est de comment changer cet État. Alors c'est pourquoi j'ai voulu, dans mon enquête, j'ai voulu d'abord dresser un état des lieux de la grande finance par une succession d'articles courts qui font entre 2 à 6 pages maximum, qui montrent différents aspects de la grande finance. Ce n'est pas une longue enquête. Après, je me suis arrêté sur l'Union européenne. Et là, je pose 5 questions essentielles sur l'Union européenne. L'Union européenne est-elle démocratique? Peut-on réformer l'Union européenne? Quel est son bilan? Je pose aussi la question de l'entreprise, parce que j'avais eu notamment un entretien dont je garde souvenir avec Hervé Siriex, qui était un grand dirigeant d'entreprise, de grandes entreprises, un haut fonctionnaire qui a travaillé, y compris dans plusieurs organisations patronales, et qui est l'un des principaux acteurs de la réflexion sur l'organisation d'entreprise. Et il a publié un ouvrage il y a une vingtaine d'années, que je cite du reste dans l'enjeu, qui s'appelait Alerte sur le contrat social, et où il montre comment justement l'entreprise tout actionnaire de modèle anglo-saxon va contre les intérêts du pays et des populations. Et son ouvrage est passionnant, mais comme je le dis dans le livre, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce qu'il pose la question de passer de l'entreprise qui est au service, où les personnes sont au service de l'organisation, à l'entreprise où l'entreprise est une organisation instrument au service des personnes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça pose la question du fonctionnement démocratique des entreprises. Raison pour laquelle j'ai aussi consacré une partie de mon travail d'enquête à travailler sur la banque coopérative qui était le Crédit Agricole. Comment il est né, banque coopérative, l'influence de la grande finance, etc. Mais sur cette question de comment changer l'appareil d'État, c'est quelque chose qui nécessite un mouvement populaire important et conscient des objectifs à atteindre. Quand j'en discute, j'ai interviewé dans l'enjeu les trois dirigeants des 3 principaux partis, le pôle de Renaissance communiste en France, l'UPR, l'Union populaire républicaine et les Patriotes. Et j'ai d'abord fait un travail, j'ai lu les programmes politiques de tous les partis politiques et j'ai comparé les propositions qui étaient faites à la fois par chacun des partis et je fais le constat qu'ils ont des propositions communes et des propositions communes sur des points essentiels. Sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, sortir de l'OTAN. Mais quand j'en parle, quand j'interviewe Fadi Kassem, qui est le secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France, qui est né d'une scission du Parti communiste français dans les années 2000 et qui a été fondé officiellement en 2004, Fadi Kassem me dit mais il ne suffit pas de dire Frexit, 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 il faut prévoir aujourd'hui comment demain nous allons nous inscrire en rupture avec ce système qui est organisé internationalement. Comment nous allons dégager la France de l'emprise de Bruxelles, où pèse la grande finance de tout son poids pour faire, par coup de directives qui sont préparées par la Commission européenne, pour influer sur
la politique nationale, enfin tout au moins ce qu'il en reste, et il me dit c'est aujourd'hui qu'il faut… Et quand je lis les institutions, les propositions du PRCF, il y a une proposition, alors qu'il est le seul à formuler, mais qui m'a paru importante. Alors, ils sont pour la suppression du Sénat, par exemple, comme le sont également les Patriotes. Mais le PRCF va plus loin, parce qu'au-delà du référendum d'initiative populaire, il propose notamment de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. Et quand j'en discute avec Fadi Kassem, c'est un point très important, parce que dans le mandat représentatif, vous avez des gens qui sont élus pour une période déterminée, pour 5 ans, 7 ans, etc., selon les scrutins, selon les pays. Et puis, ils s'en vont, on ne les revoit plus. Les députés européens, ils ont été élus, ils vont à Bruxelles, ils font leur travail entre eux. Et comme je le montre dans l'enjeu, vous avez pu voir qu'il y a des dirigeants de partis, par exemple, comme le Rassemblement national, qui disent soutenir les paysans, etc., etc. Mais à Bruxelles, quand ils votent souvent avec les Républicains, alors qui votent avec la droite, le Parti socialiste ou autre, ça serait pas grave si c'était des mesures qui allaient dans le sens de redonner à la France sa souveraineté et de redonner à la France les moyens de respirer, de refaire vivre son génie créatif, son potentiel industriel. Mais c'est pas ça. Ceux qu'ils votent ensemble, pour la plupart, ce sont des directives qui vont conduire la France là où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire, comme le disait Roland Sanviti tout à l'heure, avec quand même une situation catastrophique. 87% des Français aujourd'hui qui vivent dans un désert médical. 15 millions de Français qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par la crise du logement. Et puis, je veux dire, on peut multiplier les exemples à l'infini. Du reste, de 1992 à aujourd'hui, la pauvreté ou les personnes menacées de pauvreté au sein des États membres de l'Union européenne n'a cessé d'augmenter. Et ce sont des statistiques et des prévisions même d'organismes qui travaillent avec l'Union européenne, avec le Conseil européen, avec la Commission européenne, avec toutes les institutions, les principales institutions de l'Union européenne, qui prévoyaient en 2015-2017 que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne compteraient 130 millions de pauvres en 2030 avec une aggravation du chômage catastrophique. Donc, on voit bien que quand il s'agit de se heurter à ça, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai voulu d'abord présenter l'état de la grande finance. Comment ce système fait voter des lois en sa faveur au sein de l'Assemblée nationale, en prenant un exemple. Comment il place des politiciens dont il sait qu'ils vont diminuer les impôts sur les grandes entreprises, protéger leurs privilèges, dont parlait Roland Sanviti tout à l'heure. Donc, quand on a affaire à un système comme ça, il faut avoir une force de proposition qui soit forte, dynamique, de manière à ce qu'elle soit portée par un élan populaire. Parce que si chacun reste dans son coin, comme c'est le cas encore aujourd'hui, on se retrouve en 52 avant Jésus-Christ, où la Gaule était occupée par l'armée romaine, où les tribus gauloises avaient la supériorité du nombre, avaient la connaissance du terrain, mais les chefs des tribus ne sont pas arrivés à se mettre d'accord entre eux, et ce qui fait qu'ils ont permis tout simplement la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est Vercingétorix qui s'est livré aux Romains pour éviter le massacre de plusieurs centaines de milliers de Gaulois. Donc on est dans cette situation-là pratiquement. Alors, je voudrais demander à Maître Sanviti, qui dirigeait l'association Justice et Démocratie, Maître Roland Sanviti, quelles sont les réformes concrètes qui seraient nécessaires pour restaurer une démocratie réelle? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Non, mais là, c'est relativement simple, puisque nous avons commencé, je n'étais pas tout seul, n'est-ce pas? Je fais un rappel que j'ai déjà fait, à chaque fois qu'on m'interroge sur cette question. 1972, en Corse, chez moi en Corse, je me suis intéressé à la montée en puissance des mouvements régionalistes et nationalistes. En 1972, j'ai écrit un mémoire à la faculté de droit sur la régionalisation. Je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, que je travaillais sur les institutions et ma famille en Corse, les relations familiales, mon cousin Germain, qui a été vice-président, etc., de l'Assemblée de Corse, et mes relations faisaient que
nous sommes intéressés très tôt à l'aspect, à la dimension institutionnelle, aussi bien sur le continent en France qu'en Corse. En 1980, prenant conscience de ce que nous disons depuis une demi-heure, trois quarts d'heure maintenant, on en a pris conscience très tôt chez certains d'entre nous. J'ai rejoint Jean-Baptiste Biaggi, qui était médaille militaire, qui a été un grand résistant et qui était avocat. J'ai rejoint Jean-Baptiste Biaggi dans une association nationale pour le droit et la liberté pour promouvoir en France la réforme de la justice. Ça répond à votre question, Jackie, à savoir que actuellement la justice est une autorité. Et tant qu'elle demeure une autorité, le pouvoir des citoyens, la démocratie ne peut pas exister, puisque les juges, effectivement, n'ont aucun pouvoir et surtout ne sont pas placés sous le contrôle du peuple français, n'est-ce pas, comme dans une démocratie. Et nous revenons à la théorie des trois pouvoirs, n'est-ce pas, de Montesquieu, la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Par conséquent, nous avons travaillé dès cette époque, notamment avec des magistrats, je suis encore en relation avec certains d'entre eux qui sont à la retraite, sur la réforme de la justice. Ça, c'est fondamental. Si vous avez des lois qui ne sont pas appliquées, vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez, c'est le cas actuellement, et vous avez des assassinats, notamment en Italie, puisque là, la création du prix Giovanni Falcone est intervenue en prenant conscience du danger encouru par des magistrats indépendants, courageux, qui luttent contre le système mafieux, n'est-ce pas? Et par conséquent, la crainte de l'assassinat, et qui est tout à fait légitime, fait que nous n'avons pas aujourd'hui une institution qui est en mesure de lutter efficacement contre cette forme de criminalité financière et criminelle. Mais est-ce que c'est le peuple qui peut demander de nouvelles lois? Est-ce que ce sont les Français? Je vais y arriver, vous allez comprendre. Pour permettre de promouvoir ce type de réforme, nous travaillons avec des militaires, c'est-à-dire sur un rapprochement armée-justice, tout simplement parce que les Français nous sommes en état de légitime défense, premièrement. Ensuite, en 89, grâce aux relations qui s'étaient créées au sein de cette association avec des magistrats, on m'a présenté à Yvan Blot. Et j'en arrive à répondre à votre deuxième question, Jackie. À savoir que vous ne pouvez promouvoir les réformes, et Jean-Louis Isambert, Jean-Loup vient de l'indiquer, que par la base, par la voix du peuple, n'est-ce pas? Donc le peuple doit être informé, les Français doivent être informés et établir la relation de cause à effet entre un pays vaincu par cette puissance financière et les conséquences sur leur vie quotidienne, de façon à ce qu'on ne dise plus ce que j'ai trop entendu, les Français ont ce qu'ils méritent, n'est-ce pas? Et par conséquent, avec Yvan Blot, nous avons essayé de promouvoir l'introduction dans la Constitution de la démocratie directe. Nous étions en 1989. Yvan est décédé en octobre 2018 et nous avons recréé une association pour promouvoir en France la démocratie directe. Alors, avec les Gilets jaunes, je ne vais pas citer de nom, mais il y a 2-3 mouvements qui ont voulu promouvoir en France le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais ce RIC, si vous voulez, s'inspire tout simplement de ce que nous avons essayé de mettre en place, et nous avons tous les outils juridiques, institutionnels, le mode d'emploi, je dirais, en s'inspirant, je dis bien en s'inspirant du système suisse, mais en l'adaptant au système français, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas développer cette idée, mais à partir du moment où vous allez avoir des candidats qui vont porter ce type de réforme, deux réformes fondamentales qui sont indissociables, et qui sont complémentaires. La démocratie directe, la possibilité pour les Français de proposer des lois lesquelles, avant d'être mises au vote, n'est-ce pas, vont donner lieu à des discussions avec justement des réunions pendant 6 mois, 1 an, pour savoir tirer les conséquences, pourquoi on propose telle loi, tirer les conséquences, la leçon de la situation telle qu'elle existe, et envisager la mise en place d'une loi qui va réformer justement certains abus, quel que soit le domaine, en matière civile, en matière pénale, le problème de l'immigration, du narcotrafic, du blanchiment, des réformes, je dirais, institutionnelles fondamentales. À ce moment-là, le Parlement
est contraint, dès l'instant où vous obtenez un certain nombre de signatures sur la loi que vous proposez, Jackie, vous pouvez très bien, vous, proposer une loi, réunir des personnes qui vont aller dans toute la France, signer justement la possibilité, si vous avez 100 000, 200 000 signatures, pour obliger à mettre au vote cette loi. Et cette loi, ensuite, elle est soumise au référendum. Et une fois que la loi est passée, eh bien, vous êtes tenu de l'appliquer, puisque c'est une loi. Et ça suppose effectivement, et c'est la première des conditions, pour que la France recouvre sa souveraineté. Et la deuxième loi qui est fondamentale, ça c'est vraiment essentiel, c'est de donner un nouveau statut à la justice, qui ne doit plus être une autorité mais un pouvoir, et avec la création, la mise en place d'une Cour suprême, dont avec un garde des Sceaux qui serait élu au suffrage universel, qui ne serait pas dans le gouvernement, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir judiciaire qui est placé sous le contrôle des citoyens, n'est-ce pas? Et par conséquent, une Cour suprême qui serait chargée, mais ça, je ne vais pas développer aujourd'hui, il y a des professeurs de droit, je ne vais pas en citer, mais il y en a 2 ou 3 qui ont travaillé sur ces sujets-là, qui permettraient justement de contrôler les décisions qui sont rendues à un certain niveau par des cours supérieures. Vous avez les tribunaux, la Cour d'appel, la Cour de cassation, le Conseil d'État pour les juridictions administratives. On y travaille, nous avons des propositions à ce niveau-là, mais retenez simplement, Jackie, pour répondre vraiment à vos 2 questions. Premièrement, la démocratie directe, ça c'est fondamental. Vous avez 2-3 mouvements aujourd'hui sérieux qui travaillent en France pour présenter des candidats qui vont promouvoir, s'ils sont élus bien entendu, la mise en place de la démocratie directe. Et en complément de la démocratie directe, c'est fondamental, un pouvoir judiciaire placé sous le contrôle des citoyens, n'est-ce pas, pour vérifier les décisions qui sont rendues, puisque vous savez qu'une décision de justice, ce qui est très important dans une décision de justice, c'est la motivation. En fonction de la motivation ou de l'absence de motivation, vous savez si vous avez un état de droit ou si vous n'êtes pas dans un état de droit. Actuellement, nous ne sommes plus dans un état de droit depuis très longtemps. Le judiciaire, la justice, vous savez que le budget de la justice est un des budgets les plus bas. Je crois qu'il est de l'ordre de 7 ou 8 milliards. Il a été un peu augmenté de 8 milliards, je crois. Et des magistrats responsables de leurs actes. Absolument. Aussi. Alors, c'est très encourageant parce que je ne sais pas si les citoyens savent que justement, ils peuvent mettre en place et pratiquer la démocratie directe en se réunissant pour élaborer… La démocratie directe n'existe pas. En France, aujourd'hui, si vous voulez mettre aux voix une loi que vous allez proposer, il faut réunir à peu près 4,5 millions ou 5 millions de signatures. C'est impossible. Vous n'avez pas de démocratie directe actuellement en France. Oui, bon. Alors qu'est-ce que peut faire un citoyen aujourd'hui pour ne pas être simplement spectateur? Mais qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait des candidats souverainistes et patriotes qui proposent, s'ils sont élus, de mettre en place la démocratie directe et le pouvoir judiciaire. Là, il y a 3 ou 4 mouvements qui sont assez sérieux, je crois, qui travaillent actuellement et qui veulent présenter des candidats. Et c'est un travail, à mon avis, avec ce qui se passe à Gaza, en Ukraine et avec la Chine, etc. Vous avez une opportunité au cours des prochains mois ou des prochaines années que, effectivement, la France puisse retrouver sa souveraineté. C'est un travail qui ne va pas se faire en 8 jours. Hein. Il y en a qui espèrent une révolution, il y en a qui espèrent un coup d'État. Bon, c'est facile de faire travailler les autres et de faire prendre les risques. Là, on l'a connu à chaque fois. Au cours de la dernière guerre, on a vu que ce qui s'est passé, les vrais résistants, les résistants de la dernière heure, etc. C'est à toutes les époques, ça a toujours existé, Jackie. Hein. Aujourd'hui, l'intérêt des ouvrages de Jean-Louis Zambert et d'autres, c'est de porter à la connaissance, et grâce à votre émission par exemple, c'est de porter à la connaissance des citoyens français les institutions qui sont susceptibles de leur donner la capacité de lutter contre toutes les formes de criminalité et contre cette finance, à eux de choisir. Il faut que chacun, vous savez, moi j'ai eu cette discussion il y a 25-30 ans avec un très haut magistrat. Travaillant sur ces sujets avec Jean-Baptiste Biaggi, avec Yvan Blot, j'avais dit, mais après tout, si les Français veulent un système mafieux, qu'ils en assument les conséquences. Mais il faut qu'on leur explique en quoi consiste un tel système, n'est-ce pas ?
leurs enfants ne peuvent plus aller en toute sécurité à l'école, on va leur vendre de la drogue, les jeunes filles peuvent être violées en toute impunité, vous allez avoir le chômage parce que toutes les entreprises françaises qui sont pillées, le savoir-faire, la perte de savoir-faire, 3/4 des agriculteurs et des éleveurs ont disparu en France. Ça ne s'est pas fait d'une façon innocente. Vous avez tout un secteur de PME, vous avez 1608 entreprises françaises qui ont quitté, qui sont passées sous le joug d'intérêts étrangers. Ça ne s'est pas fait tout seul. Non. Et ça, les Français, est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Oui. Jean-Loup, est-ce que tu vois des signaux d'un changement possible? Parce que tu as interviewé beaucoup de responsables de mouvements politiques et je ne pense pas qu'ils arrivent à se mettre d'accord ou que certains arrivent à se mettre en retrait pour qu'une voix puisse émerger de tout ce rassemblement. Oui, alors, il faut dire que quand je me suis attaqué à cette enquête, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce que j'ai découvert. Je savais qu'il existait un mouvement souverainiste, qu'il était composé d'associations, etc. Mais en réalité, le mouvement souverainiste, il est très riche en France parce qu'il est composé… Alors, il y a les partis politiques, mais autour, il y a une multitude d'associations qui travaillent sur différents secteurs, comme le fait Roland avec son association. Mais je veux dire, je pense au cercle Penser la France, qui sont animés par Jean-Luc Pujol, qui depuis près de 15 ans essaye de faire que les dirigeants des principaux partis souverainistes se parlent. Je pense au cercle Réflexion, démocratie et souverainisme, qui est animé par Michel Gillot dans la région bordelaise. Il y a Place d'Armes, qui est une association qui a été fondée essentiellement par des militaires. Je veux dire, il y en a, je ne peux pas tous les citer. Il y a Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade, etc. Il y a des associations, vraiment des centaines d'associations qui réfléchissent un peu comme vient de l'expliquer Roland. Et c'est très important parce que quand j'en parle, moi, à des confrères journalistes, oh ouais, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Il y a 40 ou 50 personnes dans leur réunion, etc. Mais moi, je dis au contraire que c'est très important parce que ça veut dire que toutes ces personnes qui se trouvent sur toute la France, dans des villes, qui créent des associations, déjà, elles sont motivées pour créer une association. La plupart ont conscience que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Alors après, elles formulent des… Mais c'est très important parce qu'elles organisent des rencontres, des conférences, et c'est 50, 40, 100 personnes qui viennent. Mais ces gens-là, ils ont une information qu'ils n'ont pas par les médias qui appartiennent aux milliardaires, par les médias de la bourgeoisie, bien sûr. Et ces informations, elles sont très importantes. Ce qu'expliquait Roland Sanviti sur la démocratie directe, par exemple. Mais il y a des gens qui sont loin d'imaginer comment ça peut fonctionner, qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi-même, quand je parle de la proposition du PRCF de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif, mais la plupart des gens me disent, mais qu'est-ce que c'est le mandat impératif? Donc, tu vois, il y a un tas de… Et puis, à côté, tu as les partis politiques. Alors, moi, j'ai pris les trois principaux, à savoir l'UPR, le pôle de Renaissance communiste en France et les Patriotes, parce que ce sont ceux qui sont organisés à peu près nationalement, qui sont d'accord sur au moins trois données essentielles, à savoir la sortie de l'Union européenne, la sortie de la zone euro, la sortie de l'OTAN, mais surtout qui font à côté également des propositions pour changer les institutions. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le pôle de Renaissance communiste en France et les Patriotes sont d'accord pour supprimer le Sénat. Les trois partis sont d'accord pour revenir au triptyque commune, département, nation, en supprimant tout ce qui est les structures régionales, en favorisant une coopération intercommunale, mais en laissant les communes libres de s'organiser en fonction de leurs besoins. Et en n'imposant pas non plus des super préfets de région, c'est fini ça. Dans leur programme, je parle dans le cadre de leur proposition politique. Mais ça touche aussi un tas d'autres secteurs sur une nouvelle politique agricole. Comment faire? Comment c'est possible? Et c'est intéressant parce que là, il y a un bouillonnement d'idées qui ne transparaît pas dans les médias de la bourgeoisie, bien sûr, parce que ces forces
ce sont les seules propositions, quand on y regarde de près, quelles que soient leurs divergences entre elles. Certaines viennent de l'extrême droite, de la droite, d'autres du Parti communiste, du Parti socialiste, etc. Mais elles se retrouvent sur une base commune qui est la sortie de l'Union européenne, la sortie de la zone euro, la sortie de l'OTAN. Et comment est-ce faut-il faire une 6e constitution? Comment la démocratie directe peut fonctionner? Donc, il y a actuellement, qui n'apparaît pas au travers des médias de la bourgeoisie, un bouillonnement d'idées qui se fait au travers de ces associations. Je lisais tout à l'heure un article qui est paru sur Place d'Armes sur l'affaire du Venezuela, mais qui, de mon avis, est très clairvoyant, qui explique bien. Et tout ça, ce sont des points de contact, des points de soutien. Et je pense que les citoyens doivent s'adresser à toutes ces associations. Et ils en ont forcément autour d'eux. Et à ces partis, bien sûr, parce qu'ils ont tous des représentants dans les départements. Et c'est des lieux de débat. Et en réalité, comme je l'écris dans l'enjeu, c'est quelque chose qui est en train de germer. Et je dis, c'est à nous de le faire grandir par le débat et en amenant des propositions. Parce que ce qui est important au travers de ces associations, de ces clubs de pensée et de ces partis politiques, c'est que ce sont des forces de proposition pour faire autre chose, pour sortir de ce système. Alors après, on peut discuter des mesures, on peut discuter des propositions, mais à partir du moment où il y a le débat, on avance, on s'inscrit dans le positif. On sort du négatif et on essaie d'ouvrir l'espoir. Et ce que je trouve catastrophique, moi, c'est qu'au-delà de leurs divergences, les dirigeants de ces 3 partis n'arrivent pas au moins, je ne dis pas à faire un programme commun, bien sûr, mais au moins à présenter en commun leurs propositions sur sortir de l'Union européenne et comment sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, sortir de l'OTAN et même que faire après. Parce que quand même, au-delà des divergences de personnes ou des divergences de parcours qu'il peut y avoir, l'essentiel, c'est de se retrouver sur un socle commun et de le faire connaître. Bien évidemment, il ne faut pas compter sur les médias de la bourgeoisie pour faire connaître des idées qui vont… Vous savez, c'est un peu… On en parlait, j'écoutais Maître Sanviti tout à l'heure, et c'est vrai que ça m'a fait penser quand vous voulez vous présenter à la députation, aux élections pour être député, vous devez obtenir 500 signatures. C'est-à-dire que les partis souverainistes aujourd'hui se trouvent dans la contradiction suivante, enfin ils ont en face d'eux un mur, parce que les dirigeants de ces partis qui proposent de changer le système doivent demander à 500 élus l'autorisation, qui eux sont pour que le système perdure, l'autorisation de se présenter. C'est ce qui fait que il faudra en finir n'importe comment un jour ou l'autre, je pense, avec ce système de parrainage des 500 signatures, mais c'est ce qui fait que beaucoup de dirigeants souverainistes, que ce soit Patriotes, UPR ou PRCF, ne peuvent pas se présenter dans des élections, parce qu'ils ne vont pas obtenir les 500 signatures nécessaires, bien sûr. Alors, ma dernière question qui s'adresse à vous deux, l'un après l'autre. Jean-Loup, quel message souhaiterais-tu adresser aux citoyens qui doutent encore de la démocratie aujourd'hui? Oh, situation catastrophique, mais pas désespérée. D'accord. Non, il faut garder l'optimisme au plus profond du désespoir. À ce que nous assistons, à cette France broyée, défigurée complètement par les politiciens qui se succèdent au pouvoir depuis des décennies, où la France est abandonnée, où c'est l'abandon français. Et moi, je les appelle à se ressaisir, à prendre contact avec les associations qui se trouvent dans leur région, qui réfléchissent aux associations souverainistes. Je les appelle à ne pas se laisser duper par les représentants des partis politiques, les politiciens des partis politiques, parce que à l'Assemblée nationale, quel que soit leur programme politique, du PCF au Rassemblement national, ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne, ils sont tous d'accord pour rester dans la zone euro, et ils sont tous d'accord pour rester dans l'OTAN, sauf le PCF qui avait fait une proposition il y a quelques années de résolution pour la sortie de l'OTAN, qui n'a pas eu de suite. Mais sur le fond, je veux dire, si la France ne retrouve pas sa souveraineté, c'est comme si on l'empêchait de respirer, c'est comme si on l'empêchait de penser et d'être elle-même. Elle est prise dans un carcan. On empêche les citoyens français de voyager en Russie, les entreprises françaises, les agriculteurs, les industriels, de travailler avec la Russie ou avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut suivre les directives de la grande finance. Donc moi, mon appel, c'est de leur dire,
prenez contact avec l'association de relance en Viti, prenez contact avec les cercles Pensez la France, prenez contact avec les Patriotes, avec le PRCF, en fonction de vos affinités, mais rencontrez-vous, parlez-vous. Il faut que les Français se parlent et discutent de ce qu'il faut changer. C'est au prix du débat que nous arriverons à faire germer, à transformer l'espoir qui commence à germer dans un élan populaire. Parce que, comme je le disais, il ne suffit pas d'être contre quelque chose. Et on le voit bien avec le mouvement des agriculteurs, ça n'arrête pas. Je veux dire, toutes les années, tous les 2 ans, alors bon, on en crève, etc. Mais comme disait Marx, il faut s'attaquer, quand il expliquait qu'un mouvement populaire ne peut réussir que s'il s'attaque à la racine du mal, pour reprendre son expression, et qu'il est porteur d'un projet politique. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler à dessiner, mais toutes ces associations ont de quoi faire l'esquisse d'un projet politique vraiment novateur. Et il y a une base qui existe. C'est pour ça que je dis, il faut travailler, il faut les rencontrer. Rien de tel que le débat, les conférences, les rencontres, et même les affrontements, du moment qu'on reste dans le cadre du débat, bien sûr. Merci Jean-Loup. Alors, même question à Maître Sanviti. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux citoyens qui doutent aujourd'hui de la démocratie? Ils peuvent très bien douter de la démocratie, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de démocratie. C'est-à-dire que le passage sous la Révolution française, il y a eu des tentatives, il y a eu, que ce soit sur le plan de la justice ou sur le plan effectivement de la représentativité, la question s'est posée. Il y a eu une méfiance effectivement des révolutionnaires. Vous connaissez effectivement ce qui s'est passé entre les montagnards, les Girondins, après bien entendu l'Empire qui a, on dit toujours d'ailleurs, et je crois que c'est reconnu, Napoléon Bonaparte d'une certaine façon a sauvé, a récupéré les orphelins de la Révolution, et il s'agit de ne pas commettre de péché, je dirais, d'anachronisme. On ne peut pas raisonner, même si on peut être critique pour certains aspects, et encore par rapport à l'Empire napoléonien, on ne peut pas raisonner avec nos yeux d'aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de voir, et ça rejoint ce que disait Jean-Louis à l'instant, Jean-Louis Zambert, on ne peut pas raisonner avec les yeux du XXIe siècle et se déplacer, n'est-ce pas, en 1789 et en 1800. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous sommes tout simplement dans une phase d'apprentissage de la démocratie. En fait, c'est ça. Nous sommes dans la phase d'apprentissage de la démocratie, c'est-à-dire que, et André Bellon, qui a créé une association dont je fais partie sur la Constituante, dit, au lendemain de l'exécution de Louis XVI, le peuple est devenu souverain. Et tout simplement, c'est une souveraineté qui est très difficile à assumer. Pourquoi ? Ça suppose 2 choses. Premièrement, du courage. Deuxièmement, ce courage d'aller chercher, de faire l'effort de connaître la réalité. De connaître la réalité. Je relisais l'autre jour sur les lois, sur le droit, Platon, Aristote, la caverne de l'ombre. Le mythe de la caverne, n'est-ce pas? Ceux qui sont prisonniers de la caverne ne voient que les ombres. Et ceux qui arrivent à s'échapper de la caverne, eh bien, ils découvrent la réalité. En fait, c'est tout à fait ça. L'opacité qui a été mise en place depuis le 19e siècle avec la société anonyme, avec les trusts, avec la finance, empêche les citoyens français d'établir la relation de cause à effet entre cette puissance financière et leur vie quotidienne. Alors, pour le moment, grâce au RSA, aux aides, tout ce qui est les jeux, vous savez, du pain et des jeux, le football, les divertissements, les concerts, tout ça. Mais effectivement, on en arrive, et Jean-Loup vient de le décrire, l'effondrement de l'économie française est dû à une volonté de conquête. Nous sommes un pays qui a été vaincu. Alors, l'apprentissage de la démocratie va passer par ce travail que vient de décrire Jean-Louis Zambert, à savoir se réunir dans des associations, discuter, voir quelles sont les futures générations qui vont présenter des candidats portant les réformes que nous souhaitons, la démocratie directe et la réforme de la justice, en concertation avec des institutions qui existent, qui ont des pouvoirs régaliens, et j'insiste bien là-dessus. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, et je terminerai peut-être là-dessus. Indépendamment du statut,
réfléchissez tout de même avec le salaire, la rémunération d'un aide-soignant, d'une infirmière dans un hôpital. Réfléchissez à ce que gagne un policier de terrain qui est obligé d'aller effectivement dans les banlieues, etc. Réfléchissez effectivement au salaire moyen. Et là, moi, ça fait très très longtemps, là je le dis vraiment sans aucune provocation et sans critiquer qui que ce soit. Pour moi, le débat gauche-droite, il est dépassé depuis très 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 longtemps. Il faut simplement que le pouvoir régalien dans une démocratie, les pouvoirs régaliens, quels sont-ils? Dans une démocratie, l'État n'a de raison d'être. L'armée, pour le protéger des ennemis extérieurs et parfois des ennemis intérieurs, c'est pour ça qu'il y a la DGSI et surtout la DGSE, etc., le renseignement militaire, aussi bien parce qu'aujourd'hui, vous avez des pénétrations à l'intérieur du territoire français, et on les connaît, et vous avez la justice. La justice, c'est pour assurer la paix sociale. On n'a pas développé depuis tout à l'heure la place du droit, la place de la loi. Tout ça a été travaillé, très bien décrit dans les notes que j'ai adressées. La note d'Yvan Blot de 1989, la démocratie directe et le règne du droit. C'est une note qui fait 4 pages, elle résume tout. Elle résume tout. La démocratie directe et le règne du droit. Par conséquent, nous sommes dans la phase d'apprentissage de la démocratie et l'opportunité que nous avons actuellement, c'est effectivement ce qui est en train de se passer à l'Est, avec la Chine, avec la Russie, avec une forme de désolidarisation des pays du Golfe, n'est-ce pas, par rapport au pétrodollar, par rapport au pouvoir de l'argent et au pouvoir effectivement du dollar. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité, et ce que disait Jean-Louis Zambert tout à l'heure est tout à fait exact, la souveraineté, le retour à la souveraineté qui n'a vraiment jamais existé du peuple, la définition de la démocratie par Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, n'a jamais existé en France. Ça n'a jamais existé. Il y a eu toujours une méfiance, une mainmise, etc. Donc cette souveraineté suppose de responsabiliser les Français, qu'ils s'engagent eux-mêmes à promouvoir les lois auxquelles ils accepteront de se soumettre, et ces lois devront être appliquées au moment de tout litige, au moment de la criminalité, au moment effectivement de toutes les atteintes à l'ordre public, par des juges contrôlés par les citoyens. Donc nous sommes, à mon avis, dans une phase d'apprentissage de la démocratie qui passe malheureusement, par la crise du Covid. Vous voyez que la crise du Covid, on le sait maintenant, ça vient d'ailleurs des États-Unis. Les Américains qui font le ménage chez eux, on n'en est pas encore là en France, n'est-ce pas? On sait que maintenant, c'était une arme biologique qui a été créée avec tous les effets mortifères que l'on a connus, que le vaccin n'est pas un vaccin au sens scientifique et protocolaire. Le protocole n'a pas été respecté, mais ça a été une façon, encore une fois, de terroriser les Français, de les soumettre, de les confiner, de détruire l'économie et de s'enrichir certainement, sur justement cette crise de la pandémie qui a été mise en place pour terroriser les Français. Donc, on ne peut pas, encore une fois, espérer une révolution à court terme ou des réformes immédiates, mais ça va passer par cet apprentissage et grâce à vous, grâce à ce type d'émission, en fonction des questions qui nous seront posées, eh bien, on pourra peut-être y répondre et y répondre dans le cadre de réunions, des colloques, dans des associations qui existent. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer l'un et l'autre? Les raisons d'espérer, là, Jean-Louis Zambert tout à l'heure l'a évoqué. Dans toutes les associations, moi je suis en relation avec plusieurs associations dans toute la France. Vous avez effectivement dans l'Est, dans le Sud, du côté de Bordeaux, en Bretagne, vous avez 5-6 associations qui, indépendamment des mouvements politiques qui se prétendent, je dis bien qui se prétendent souverainistes, patriotes, vous avez des mouvements qui réunissent de plus en plus des jeunes, n'est-ce pas, qui sont complètement coupés des mouvements politiques traditionnels, qui ne veulent plus en entendre parler, qui ont une méfiance vis-à-vis de la représentativité. Moi, j'ai rencontré récemment des sénateurs remarquables, je ne vais pas dire leur nom ici, mais vraiment remarquables, qui sont des patriotes et des souverainistes, des sénateurs, et vous avez parmi la députation également, ça existe, des personnes qui sont sincères,
qui partagent nos convictions, et il faut qu'il y ait une génération d'hommes politiques et de femmes politiques. D'ailleurs, moi je termine aussi là-dessus. Dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé, où on m'a interrogé sur les 2 réformes que je connais un petit peu, que j'essaie de promouvoir, j'ai rencontré, d'une manière générale, beaucoup plus de femmes courageuses que d'hommes. Merci. Jean-Loup, tu es optimiste? Oui, non, je fais aussi le même constat que Roland sur la participation dans les conférences et les femmes souvent qui sont à la pointe pour animer des associations de réflexion chez les patriotes, chez les communistes du PRCF, à l'UPR. Et c'est vrai que ces réunions sont très importantes parce que moi j'ai constaté au travers des conférences que j'ai faites, on y retrouve des gens de toutes catégories socio-professionnelles qui viennent par curiosité et pour la plupart c'est la première fois et qui très vite participent au débat et s'insèrent dedans. Et j'ai aussi constaté, et c'est aussi un espoir, que des gens qui viennent de milieux très différents, quand j'ai rencontré par exemple des agriculteurs de la coordination rurale à qui je dis, mais attendez, votre organisation, elle n'appelle pas à sortir de l'Union européenne, comment vous pensez sérieusement pouvoir rétablir la souveraineté alimentaire en continuant de travailler au sein d'une politique agricole commune dont le seul objectif est de favoriser les grandes sociétés transnationales de l'agroalimentaire et de la chimie? Soyons sérieux, attaquer à la racine du mal. Et les gars me disent, mais nous, on n'en veut plus de l'Union européenne. Je dis, oui, mais c'est pas ce que dit votre direction nationale. Et la direction nationale, c'est vous qui l'élisez. Alors là, il y a des choses à changer. Et quand je rencontre des salariés de la CGT qui me disent pareil, ils me disent, nous, on n'a plus rien à attendre de nos directions nationales. Tout est à reprendre d'en bas. Et c'est d'en bas que nous devons changer les choses. C'est pour te dire qu'avec des gens qui viennent avec des métiers différents, d'engagements différents, il y a une convergence. Et cette convergence, elle n'arrive pas encore à se traduire. Mais l'espoir, il existe parce que les partis souverainistes sont là, les associations sont là, et puis surtout, il y a des médias comme Journalistes sans frontières et le réseau international pour relayer des débats comme celui que nous venons d'avoir et que les citoyens ne peuvent pas trouver dans la grande presse. Vous trouvez, comme vous le savez, les discours des politiciens, des grands partis, etc. Mais je veux dire, ce qui fait la vie du peuple et ce qui fait ses espoirs est absent de cette communication d'image. Merci Jean-Loup. Merci à tous les deux. Merci Jean-Louis Sambert. Merci Maître Roland Sanviti pour cet échange vraiment passionnant. Nous avons évoqué plusieurs ouvrages que vous avez écrits. Jean-Loup avec l'enjeu, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une autre émission, mais certains titres sont passés, la régie les a montrés à l'écran. J'en avais sélectionné que 2 ou 3 parce que tu en as écrit une vingtaine, je crois, ou plus peut-être. Enfin, il y en a vraiment, on a l'embarras du choix. Une vingtaine, et les 2 derniers plus importants, c'est l'enjeu et bilan noir. Voilà. Voilà, parce que là, ça permet vraiment de faire le point sur le bilan de l'Union européenne qu'aucun eurodéputé ne veut faire, du reste, sauf à mentir. Où je montre, comme tu as pu le voir, je commence chaque chapitre par une communication de l'Union européenne sur l'agriculture, l'industrie, etc. Ouais. Et après, en m'appuyant sur des sources officielles, je montre comment ces messages sont faux et quelle est la réalité de la situation. Pour dire, voilà ce qu'il faut changer. Après, c'est l'enjeu. Et puis pour Maître Roland Sanviti, le dernier ouvrage paru qui est Guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire, mais on en a évoqué d'autres aussi, l'essai sur la démocratie au pouvoir, et puis l'avocat face à 2 mondialisations, les entreprises et les mafias. C'est le cours que je donnais à la fac, c'est le cours de l'Institut de criminologie. Ce deuxième ouvrage, cet ouvrage-là, Jackie, c'est mon mémoire de 3e cycle. Que vous avez édité récemment. Oui.
Et j'encourage tout le monde, j'invite nos amis à revoir les émissions qu'on a faites séparément, une avec Jean-Louis Ambert, l'autre avec Maître Roland Sanviti en novembre et en décembre, parce que nous évoquons largement ces ouvrages au cours de ces émissions. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à relever les manches et puis partager, faites diffuser cette émission. On vous en remercie. Merci beaucoup. Messieurs. Merci de cette prise de parole et de ce débat avec Maître Sanviti, avec Roland. Merci Jackie, merci beaucoup. C'était très agréable, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Nous réunir, je vous en remercie beaucoup, j'apprécie beaucoup, il le sait, à tout point de vue, Jean-Louis Ambert, et ce que vous faites, Jackie, vous le faites très bien parce que, alors, je termine aussi là-dessus, vos questions sont toujours d'une très très grande pertinence et je pense que vous avez déjà tout compris. Je rougis, merci Roland. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Chers amis internautes, c'est sur cette note de bonne humeur que je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.